Je vais juste commencer déjà par remercier Nathalie de nous accueillir encore une fois au Grand Calaman. Remercier Motamo et vous remercier à vous d'être là et te remercier à toi d'avoir répondu favorablement à l'invitation. Donc moi je suis Coralie Imhoff, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis naturopathe iridologue et ça fait un peu plus d'1 an que j'organise ces rencontres et dédicaces en vigne, donc sur des thèmes divers et variés, soit dans le thème du développement personnel, sophrologie, la phytothérapie, enfin bon, en restant voilà, sur le focus sur le bien-être. L'idée de ces rencontres c'est de créer du lien. J'avais besoin qu'on soit dans une sphère de partage. Parce qu'on a été assez mis à mal par une certaine période dont on tait le nom, mais voilà, donc c'était important pour moi de créer ces rencontres et de le faire en petit comité pour que justement les liens puissent s'établir, se faire, se recréer. Donc voilà, je vais te laisser la parole, Ève. Alors très sincèrement, au début, quand je t'ai contactée, j'étais partie sur son 2e livre, Comment une crise nous transforme en profondeur, parce que le titre m'appelait et me parlait. Mais quand j'ai lu Le bonheur d'aller vers soi, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre et du coup j'ai contacté Ève et j'ai dit mais en fait j'aimerais vraiment que tu nous partages une conférence sur ce thème-là. C'est vraiment un livre que j'ai trouvé très sincère, où je me suis retrouvée et voilà, et je pense que ça va être une belle soirée, donc je te remercie encore une fois de partager ce moment avec nous et je vous souhaite une belle soirée. Merci à chacun de vous pour sa présence, hein. Voilà, ça me fait chaud au cœur. Merci à Coralie, hein, parce que quand on a la possibilité de parler sur un thème qui nous tient à cœur, voilà, c'est que du bonheur, hein. Et puis j'ai découvert ce lieu là tout à l'heure et je trouve que c'est le cadre idyllique pour parler du bonheur. Parce que franchement, il y a quelque chose qui plane dans l'atmosphère qui nourrit notre cœur. Enfin, c'est ce que j'ai senti en arrivant ici. Et c'est une belle découverte, une belle rencontre. Vraiment, merci à vous de nous accueillir ici. Hein. C'est un plaisir, merci à vous. Je vais me présenter à vous quelques mots comme ça pour que vous puissiez me situer. Hein. Donc voilà, je m'appelle Ève Bertel. Je suis psychanalyste. Alors, je vais dire quelques mots parce que la psychanalyse, ça suscite des tas de projections. Enfin, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc voilà, je clarifie en quelques mots. Hein. Imaginons que la psychanalyse, ça soit comme un gros arbre. Alors, il y a une grosse branche qui est celle de Freud, parce que Freud, on va dire, c'est le père fondateur de la psychanalyse dans notre monde à nous, contemporain. Et la psychanalyse, on va dire, habituelle, classique, c'est une psychanalyse qui a massivement investi la branche de Freud. Eh bien, la psychanalyse intégrative, elle démarre avec Freud, mais Freud, c'est le point de départ, c'est pas le point d'arrivée. Parce que depuis Freud, il y a plein de gens extraordinaires qui ont apporté des notions complémentaires ou divergentes. Enfin, vous voyez, c'est l'arbre a fleuri, il y a eu plein d'autres branches, d'autres fleurs, d'autres fruits. Et la psychanalyse intégrative, c'est ça, elle travaille dans cette optique-là de tricoter des liens, de faire des passages, des confrontations entre différentes approches, différents concepts. J'aime cette idée-là. Vous voyez, j'aime cette idée de travailler avec un ensemble d'outils, parfois divergents. C'est pas forcément, toutes ces branches ne disent pas forcément la même chose. Mais j'aime bien avoir cette marge de manœuvre-là, parce que je trouve que c'est une approche qui est très en phase avec les difficultés existentielles des gens d'aujourd'hui, et que c'est une approche qui a enrichi l'approche initiale. Hein, donc, je suis plutôt une psychanalyste donc intégrative. Hein. Je me définis aussi comme une philosophe de cœur, donc je n'ai pas appris la philosophie sur les bancs de la fac, mais simplement, depuis que je suis toute petite, j'ai cette espèce d'amour, de passion pour la sagesse. Hein. La philosophie, à l'origine, c'est la philae sophia, c'est l'amour de la sagesse. Eh bien, je ne suis pas la seule, hein, on est nombreux comme ça à avoir été petit enfant avec cette faim de comprendre, cette faim de donner du sens. Hein, je me souviens quand j'étais petite, je regardais les adultes autour de moi et je les voyais un peu comme des extraterrestres. Je me disais, mais je sentais qu'ils n'étaient tellement pas en accord avec leur vérité intérieure. Je les voyais faire des grands écarts entre ce qu'ils étaient dans la profondeur puis leur façon de vivre.
j'étais petite, ça me perturbait. Et à l'époque, je n'ai pas vraiment trouvé d'adulte qui aurait pu me servir de modèle, me donner envie de devenir adulte en quelque sorte. Donc j'ai fait mon petit bonhomme de chemin K1, K1, comme ça, sans vraiment de guide. Et c'est pour ça que ce livre, en fait, c'est mon premier. Hein, comme le disait Coralie, j'en ai écrit un autre qui est sorti plus récemment, qui parle de la période covidienne, mais en élargissant la question de comment une crise qui peut être très grise, oui, comment on arrive à en faire de la lumière et de la couleur, vous voyez. C'est ça, comment on sort de ce qui peut nous détruire pour en faire quelque chose qui va nous régénérer en profondeur. Et donc ce premier livre-là, en fait, j'ai mis 5 ans à l'écrire. 5 ans, c'est long, hein. Il n'y a pas beaucoup d'écrivains qui mettent autant de temps autant de temps de gestation. Donc ça a été vraiment une longue gestation, un long cheminement intérieur, des réflexions, du travail. J'ai accompagné ce livre, mais ce livre m'a aussi accompagnée. Je l'ai enfanté, mais il m'a aussi enfantée. Et en même temps, ce livre, je le porte depuis que je suis toute petite. Donc il est comme l'aboutissement d'une longue quête. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même si on a des histoires de vie tous et toutes là, différentes, en fait, les grands principes d'une guérison psychique et d'un cheminement spirituel, ils sont les mêmes pour tout le monde. Et donc, j'ai identifié les grandes étapes d'un processus de guérison psychique et d'éveil spirituel. C'est des grandes étapes. Alors, on ne les rencontre pas tous au même moment, mais de toute façon, si on est en chemin dans sa vie, un jour ou l'autre, on va les rencontrer. Et donc ce livre, je l'avais conçu un peu comme un livre que j'aurais aimé avoir entre les mains quand je errais dans mes labyrinthes intérieurs. Ça m'aurait bien aidé. Donc l'idée, c'était ça, c'était de pouvoir partager le fruit de décennies de recherche et de quête. Voilà pour présenter un petit peu le sens de ma démarche. Alors, le thème, c'est le bonheur d'aller vers soi. Et il est vrai que, c'est un thème vaste, on en conviendra tous. Ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est que c'est une quête universelle. Hein, c'est une aspiration qui est communément partagée par nous tous. On a tous envie d'être heureux, c'est légitime. Hein. En tout cas, dans l'époque contemporaine et de ce côté-ci de la planète occidentale. On va dire que c'est vraiment une quête universelle. Et le problème de cette quête universelle, c'est qu'en fait, il y a beaucoup autour de l'appellation bonheur, il y a beaucoup de confusion, beaucoup de fantasmes, En fait, il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises au nom du bonheur. Et je voudrais, dans un premier temps, faire une sorte de débroussaillage de l'idée de bonheur. Je ne vais pas m'y attarder longtemps, mais quand même quelques petits points de repère pour sortir la notion de bonheur de tous ces mirages, hein, qui rendent la notion un petit peu floue. Alors, elle est floue, pourquoi ? Parce que d'une part, comment dire, le bonheur dans la société actuelle a été extrêmement investi par notre société. Hein. Elle a mis son petit grain de sel, la société, dans l'idée de bonheur. Et avec en arrière-fond une idée particulière qui a fait dire, par exemple, à certains auteurs, dont Boris Cyrulnik, que le bonheur était devenu une sorte de dictature. Hein, on a une sorte d'impératif, il faut être heureux. Vous n'êtes pas heureux ? Ah, ma pauvre dame, c'est voilà, pestiféré. Non, on doit être heureux. On doit être bien, en bonne santé, manger sainement, enfin, oui, tout ça. Donc il y a une sorte d'idéologie autour du bonheur qui, à mon sens, nous éloigne vraiment de ce que c'est le bonheur véritable. Donc, il y a des confusions qui ont germé dans nos têtes à la suite de cette idéologie, de cette fiction sociétale que la société a développée autour du bonheur. Et puis, ce qui rajoute de la confusion, c'est qu'on a tous notre petite version personnelle de ce qu'est le bonheur. Et en général, notre petite version personnelle de ce qu'est le bonheur, elle commence comme ça. Elle commence « si ». Si j'avais eu cette promotion, j'aurais pu m'acheter cet appartement qui me faisait rêver et je serais heureuse. Ah, si mon conjoint avait été fidèle, j'aurais été une femme comblée. Si c'était possible, je larguerais tout. Vous voyez ? Ça démarre comme ça. Et donc,
c'est difficile du coup d'appréhender le bonheur parce qu'il est sous condition. On peut être heureux que si. Mais il faut combien de si pour être heureux? Elle est comment la longue liste des si? Parfois, elle est longue comme notre bras. C'est si, et puis au bout du compte, est-ce qu'on est heureux? Pas sûr. Alors vous avez ça, et puis à côté, vous avez des personnes qui vous disent, on en a tous dans son entourage, « Ah, moi j'ai tout pour être heureux. Ah, j'ai tout, franchement, je regarde à la loupe, mais j'ai tout pour être heureux. Mais je ne le suis pas. Et je ne sais pas ce qui me manque. » Bon. Donc ça laisse entendre, voyez-vous, que le bonheur, qu'on nous vend un peu comme une espèce de slogan, si on y regarde de plus près, c'est quelque chose de bien plus complexe et subtil qu'il n'y paraît de prime abord. Et c'est ça qui est intéressant en fait, d'aller y regarder de plus près et de se libérer de toutes ces fausses images du bonheur, qui nous vendent une espèce de bonheur clé en main. C'est le kit. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le chemin, c'est pas ça la voie. Et puis, pour illustrer la complexité, la subtilité du bonheur, j'ai envie de partager avec vous une fable de Charles Péguy que j'ai beaucoup aimée quand je l'ai découverte. Charles Péguy se rend à Chartres en pèlerinage, et puis sur le chemin, il croise des gens qui cassent des cailloux. Alors il s'arrête auprès du premier ouvrier, il lui dit « Ben, vous faites quoi ?»« Bah, vous voyez bien, je casse des cailloux, quoi. »« Ah, je ne vais pas vous dire que j'aime ça, hein. Franchement, c'est une plaie, mon métier. Enfin, c'est un métier. Non, c'est même pas un métier, c'est rien, quoi. C'est de la merde. » Bon, il continue son chemin, il croise un deuxième ouvrier, il lui pose la même question. Le gars le regarde dans les yeux, il dit « Ben, écoutez, vous voyez, je casse des cailloux. Bah, c'est pas mirobolant, certes, mais... Bon, écoutez, ça ne me déplaît pas tant que ça. Puis surtout, par les temps qui courent, avoir un job, je suis bien heureux, moi, de faire vivre ma famille. Il continue son chemin, il croise un troisième ouvrier qui lui dit « Moi, monsieur, je construis une cathédrale. » D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être dans la même situation et pourtant on ne va pas la vivre de la même manière du tout, et que celui qui a une cathédrale dans la tête, ça va changer son destin, ça va changer sa vie. Alors que celui qui voit que des cailloux qui n'aboutiront à rien, eh bien sa vie va devenir aride comme du caillou. Donc ça laisse entrevoir le parfum du bonheur. C'est comme un parfum, comme un supplément d'âme, comme quelque chose qui va faire vibrer notre cœur. Et peut-être même on ne saura pas expliquer à l'autre pourquoi on est heureux. On pourra pas, si on était interrogé, on ne pourrait même pas lui dire pourquoi on est heureux. Mais voilà, quelque chose de délicat, de subtil, qui fait qu'on sera bien d'être qui on est et là où on est, avec les gens avec qui on est. Et donc c'est de ce bonheur-là dont j'ai envie de parler et du chemin qui y mène. Et pour vraiment... rentrer, alors là j'ai envie de dire par la grande porte dans la notion du bonheur, après avoir débroussaillé un petit peu cette question-là, je vais m'en référer à un grand maître à penser, je vais demander à Aristote de se joindre à nous, parce que ce grand penseur grec, ce grand philosophe, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais là pour le bonheur, je lui fais ma révérence. Aristote, il a fait une distinction mais extraordinaire. Il a dit voilà, il y a deux catégories de bonheur. Il y a le bonheur de la foule et le bonheur des sages. Le bonheur de la foule et le bonheur des sages, ça c'est intéressant. Et qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce que c'est qu'une foule d'abord pour le comprendre? Alors la psychologie sociale, ça n'existait pas dans l'Antiquité grecque, on est bien d'accord. Mais il avait senti Aristote ce que c'est qu'une foule. C'est Gustave Le Bon qui a commencé à en parler de la foule dans les années 1895, donc c'est assez récent. Mais il a bien expliqué ce que c'était une foule. On le sent d'ailleurs intuitivement. Une foule, c'est une espèce de masse informe de gens qui ont perdu leur identité, leur singularité. Un peu comme si, dans une foule, on régressait ou on restait dans un mode de fonctionnement un peu enfantin, infantile. C'est-à-dire, c'est comme il a dit l'autre.
Parce que l'enfant, il se construit à travers le regard de l'autre et à travers le regard de la société. C'est comme ça qu'on démarre notre petite existence. On a besoin de l'autre. On dépend à 100% de l'autre, de nos parents. Donc l'extérieur devient fondamental. Et la foule, c'est ça. La foule, c'est une masse informe de gens qui ont perdu leur singularité. Donc, si on part de cette définition-là, le bonheur de la foule, ça va être un bonheur qui est déterminé, façonné par l'extérieur, façonné par la société. Donc, on a vite compris que dans le monde d'aujourd'hui, le bonheur de la foule, si je suis en tout cas dans ce type de bonheur-là, c'est un bonheur qui va être conçu, fabriqué, formaté par la publicité et le marketing. C'est ça aujourd'hui le bonheur de la foule. Si on ne fait pas ce travail de creuser davantage, on va être dans des mirages. On va courir après l'échalote, c'est comme ça qu'on dit, voilà, après l'échalote. Bon, voilà, vous m'avez compris. C'est la course à l'échalote. On va courir après un mirage. Parce que le bonheur, il ne va pas être entre nos mains. C'est une sorte de diktat extérieur qui va nous être vendu avec des poètes-poètes, de la soie, des petits flots, et puis on va être là. Oui, mais non. C'est un leurre. Donc le bonheur de la foule, déjà, ok, on a vu ce que c'était, moi j'en veux pas. Même si ça peut être tentant et même si il n'est pas interdit d'y faire un petit tour non plus. Voilà. Alors le bonheur du sage, bon là en tout cas, moi c'est ça qui m'a passionnée. Je voulais comprendre, quand j'étais petite, c'est quoi la sagesse? Comment on devient sage? C'est où les sages autour de moi? C'est quoi le chemin? Le bonheur du sage. Eh bien, alors c'est vrai que du temps d'Aristote, la cité était peuplée de sages. C'est pas qu'il y en avait à tous les coins de rue, ça serait pas élégant de le dire comme ça. Mais en tout cas, la sagesse était vivante et faisait partie de la vie de la cité. C'est plus trop le cas maintenant. La figure du sage, elle a été remplacée par quelle figure? La figure du trader, la figure de celui qui a bien réussi professionnellement. Je ne sais même pas par quoi ça a été remplacé. Enfin, en tout cas, on ne peut pas dire qu'il y ait des grandes figures de sages autour de nous inspirantes. Donc, et pourtant, à l'intérieur de nous, on sait bien ce que c'est qu'un sage quand même si on n'en rencontre pas couramment. On sait bien qu'un sage, c'est quelqu'un qui va rayonner. Et il va rayonner quoi? Il va rayonner quelque chose qui est à l'intérieur de lui. Quelque chose qui sent l'harmonie, qui sent la joie, qui sent la solidité. Ça, un sage, c'est quelqu'un qui nous inspire le respect. Sa parole, c'est une parole fertile, c'est une parole féconde. C'est pas du blabla, bla, 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 bla. On le sait, ce que c'est qu'intuitivement un sage. Et qu'est-ce que c'est que la sagesse? Là aussi, on peut imaginer plein de choses autour de la sagesse. Alors déjà, je vais dire ce que ça n'est pas pour moi. Pour moi, la sagesse, c'est pas une connaissance froide, intellectuelle, voyez. C'est pas un savoir sûr. Le sage, c'est pas un personnage comme une espèce de saint intouchable, perché sur son perchoir de connaissances et regardant les autres d'en haut. Non, c'est pas ça un sage. Un sage, c'est quelqu'un qui a mouillé sa chemise. Un sage, c'est quelqu'un qui a embrassé sa vie, qui a pris sa vie à bras-le-corps. Parce que la sagesse, c'est quelque chose, c'est une sorte de nectar qui s'élabore dans l'alambic de la vie. On ne devient pas sage si on ne vit pas sa vie. Ça n'existe pas. On doit vivre sa vie. Prendre des risques, s'impliquer, se tromper, tomber, se relever. Et là, il y a quelque chose tout d'un coup qui va pousser à l'intérieur de nous, une sorte de substance qui va nous donner de l'épaisseur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, une sorte de solidité et en même temps de souplesse. Et là, je me suis dit oui, ce genre de sagesse-là, cette espèce de
sagesse alchimique qui s'élabore dans mon creuset personnel, oui, ça me parle. J'ai envie d'aller dans cette direction-là. J'ai envie d'emprunter ce chemin. J'ai envie de vivre comme ça, de cette manière-là. Bonheur de la foule, bonheur des sages. Bon, ça commence à clarifier ce que c'est que le bonheur. Et puis il y a une deuxième personne qui a beaucoup nourri ma réflexion sur le bonheur et que j'ai envie de partager avec vous, c'est Durkheim. Durkheim, moi je dis Durkheim, enfin bon. Durkheim, ce qu'il a fait de génial, c'est qu'il a vu ce qu'il y avait d'universel dans toutes les grandes sagesses orientales et occidentales. Et donc, il a parlé de quelque chose qu'on retrouve quasiment dans toutes les grandes philosophies, c'est la double nature de l'être humain, la double origine de l'être humain. Elles le disent toutes ça. Nous sommes issus d'une double origine. Durkheim dit une origine terrestre, naturelle, et une origine céleste, surnaturelle. Et je vais emprunter ces mots parce que je les trouve très beaux. Il dit « Ça signifie que nous sommes non seulement enfants du monde terrestre, mais également citoyens du royaume divin. » Moi, ça me donne envie. Donc, si on creuse, si on écoute ce que Durkheim il nous dit et qui qui enrichit le propos d'Aristote, c'est que cette double nature, ça met quoi à l'intérieur de nous? Ça met d'une part un moi existentiel. Durkheim y dit un moi primaire, un moi profane. C'est-à-dire un moi qui est régi par son besoin de sécurité, son besoin de certitude, et qui aspire à une vie sans risque, sans danger, une vie comment dire, un peu sous contrôle. Le moi existentiel, il a besoin de sécurité, de plaisir et de sécurité. Donc, on voit bien que le genre de vie que ça va donner, si par exemple on restait assujetti, possédé par ce moi existentiel, le risque, ça serait qu'on ait des vies quand même un petit peu rétrécies. Parce que si tout est déterminé par notre besoin de sécurité, notre besoin de plaisir et puis notre peur, il y a peu de chances qu'on ait une vie ample dans laquelle ça respire. Hein? Mais en tout cas, voilà, ce petit moi-là, il existe et il faut en tenir compte. Il a des besoins. On pourrait dire que ce moi existentiel, il se développe de manière horizontale et que peut-être il va nous être utile pour faire notre place au soleil. Hein? Voilà. Donc, il n'est pas critiquable, mais il faut être conscient que si c'est lui qui pilote tout le temps la voiture, il ne va pas nous faire découvrir des beaux paysages. Un moi existentiel. Et Durkheim dit, cette nature céleste à l'intérieur de nous, eh bien, Jung le disait autrement, j'aime beaucoup Jung, il disait, nous avons à l'intérieur de nous une image de Dieu, qu'il appelait le soi, avec un grand S. Donc, ça parle, cette dimension céleste, d'un espace en nous qui est un espace inconnu quand même. C'est difficile d'en parler à l'aune de notre petit moi existentiel, à l'aune de qui on est. Qu'est-ce que c'est cet espace? Mais dont toutes les philosophies disent qu'il existe à l'intérieur. Et je mets ma main là, parce qu'en général, oui, c'est dans l'espace du cœur que ça se passe. Il y a un espace à l'intérieur de nous, ouvert sur la transcendance, ouvert sur le grand mystère de la vie. Il y a une fin à l'intérieur de nous, une fin d'éternité, une fin d'absolu. C'est difficile de vivre heureux en se réduisant à un tube digestif et un sexe, vous voyez. On peut éprouver des jouissances, du plaisir, mais est-ce que vraiment ça va être suffisant? Notre âme, notre nature céleste, elle a besoin de nourriture aussi, davantage subtile. Hein? Donc l'être essentiel, en fait, Durkheim nous dit, c'est notre vraie nature. Et elle a des besoins, comme le moi existentiel, des besoins qu'il faut prendre en considération. Et là, si on met ensemble Aristote et Durkheim, on comprend que le bonheur du sage,
ce qui va faire le bonheur, c'est que nous unissions ces deux dimensions à l'intérieur de nous, qui sont souvent avec des besoins antinomiques, qui sont parfois dans un déni l'une de l'autre. Comment je fais pour être un humain tel qu'il est, avec ce côté de la glaise, avec ce côté du poids de l'humanité, et en même temps, quelqu'un capable de déployer ses ailes et de, voilà, s'élever loin. Et c'est ça le bonheur du sage, voilà. C'est ce chemin-là, de tenter, en tout cas de veiller à réintégrer, à réconcilier ces deux dimensions-là qui sont à l'intérieur de nous et qui n'ont pas les mêmes besoins, qui n'ont pas les mêmes aspirations. Mais nous sommes faits des deux. Et c'est pas simple de tenir compte des deux. Hein? Donc si on emprunte cette voie-là du sage, dont l'intention c'est d'unir à l'intérieur de nous des aspects de nous qui nous tirent dans des sens opposés, si on emprunte ce chemin-là, c'est sûr que ça va entraîner des grandes métamorphoses à l'intérieur de nous. Ça veut dire qu'on va emprunter un chemin d'intériorité et avec le désir de la métamorphose intérieure. Ça veut dire que c'est un chemin dans lequel il va y avoir des confrontations, pas forcément agréables. C'est un chemin dans lequel il va y avoir aussi des guérisons et des libérations. Et c'est un chemin, vraisemblablement, qui va nous amener à ce qu'on peut appeler la complétude. Quelque chose de complet, c'est le contraire d'être vide, c'est être plein. Alors plein de quoi ? Alors ce processus de métamorphose intérieure, donc, il s'inscrit au long cours. C'est-à-dire que ce bonheur-là, on ne l'a pas en un claquement de doigts, il va s'élaborer pas à pas, jour après jour, mois après mois, peut-être décennie après décennie. En tout cas, c'est Bouddha qui disait « le bonheur, on ne le trouve pas à l'extérieur, on peut le trouver qu'à l'intérieur et c'est pas gagné ». Il ne l'a pas dit en ces termes, hein, mais globalement, c'était son message. Vous pourrez le trouver que dedans, mais bon courage, c'est pas gagné. Oui, c'est sûr, c'est pas gagné, mais puisque c'est le seul, allons-y. Hein ? Alors, si on emprunte ce chemin-là, il y a une exigence incontournable. Si on ne passe pas ce premier cap, on n'ira pas plus loin. Ce premier cap, c'est quoi ? C'est qu'on vit dans un monde qui nous possède. C'est le monde qui nous possède, ce n'est pas nous qui possédons le monde. Nous vivons dans un monde qui nous possède, qui nous happe, qui attracte toute notre énergie, toute notre vitalité. Je crois que c'est Annick de Souzenel qui parlait que tout s'était retourné vers l'extériorité. L'extérieur, le monde, nous hante, nous habite et nous possède. Et la société nous a fait croire que tous les remèdes, toutes les réponses, même à nos questions les plus intimes, on allait le trouver dehors. On est malade, les solutions sont dehors. On a un chagrin affectif, les solutions sont dehors. Enfin, mais même du Prozac, on peut même nous vendre des promesses de bonheur avec de la chimie. En France, c'est très courant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser, mais c'est des soutiens, c'est des béquilles, mais ce n'est pas ça le but de la vie quand même, de toute sa vie sous chimie. Hein ? Donc la première chose dans ce grand processus, ça va être de décider de revenir à l'intérieur. Donc ça passe par désinvestir le monde extérieur. Chez certains, ça va nécessiter d'aller très loin. Chez certains, ça va nécessiter quasiment une sorte de retrait. Je me retire du monde parce que c'est trop, je sature, là, j'en peux plus. Donc je m'isole. Chez certains, ça va nécessiter une forme d'isolement, de repli, pour retrouver un peu son intériorité. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus simple. Ça va juste demander de renouveler l'équilibre entre le dedans et le dehors. Vous voyez le curseur, de trouver un équilibre plus pertinent.
Parce que c'est normal d'investir notre vie, hein, c'est normal de... Voilà, on est qui on est dans le monde d'aujourd'hui, oui, faut bien faire sa place au soleil. Puis on a envie d'avoir un travail qui nous plaît, on peut avoir envie de fonder un foyer, enfin, d'aimer, d'être aimé. Donc oui, il faut faire sa place au soleil. Mais pas à n'importe quel prix et pas de n'importe quelle manière. Donc ça veut dire qu'il faut aussi savoir s'engager de manière consciente à nourrir et à être attentif à sa vie psychique. Ça vit dedans, ça vibre. C'est pas mort dedans, mais on peut en être tellement loin. On peut tellement ne plus entendre notre petite voix intérieure. On peut tellement être coupé de son centre vital, de son cœur, qu'à un moment on doit prendre une décision. Je me retire du monde, ou je bouge mon curseur, je retrouve un nouvel équilibre. Un nouvel équilibre dedans, dehors. Ça, c'est un préalable important. Si on ne le fait pas, on ne passe pas à la deuxième étape. Première étape passée. On a mis le curseur au bon endroit, on s'est dégagé du temps, de l'espace, pour être à l'écoute de soi, de ses besoins intimes, de son besoin de rythme. Et puis, on part comme ça à la découverte de son monde intérieur. On part en voyage dedans. On n'a pas besoin d'aller loin. J'avais un ami indien, enfin j'ai toujours un ami indien, Krishna, qui me dit « on envoie des fusées dans la Lune, mais en fait, le gros travail de l'homme, c'est juste de maîtriser 80 cm. » C'est juste ça. Du sexe, là, voilà tout, c'est ça, il faut devenir maître à bord de ces 80 cm. Et ouais, on a juste 80 cm à conquérir. C'est modeste. Et ça vaut le coup. Donc, ok, on sait qu'on va dans la voie qui est celle du bonheur du sage. On s'est dégagé du temps, voilà, on a envie, on a le désir, l'intention de découvrir qui on est dans l'intériorité. Et deuxième étape, ça va opérer un changement radical, une transformation capitale, une transformation de conscience capitale dans notre façon d'envisager la vie et de vivre notre vie. Parfois c'est un peu douloureux cette étape-là. Prenons le départ, qu'est-ce qui se passe au départ ? Notre façon d'être, notre façon de vivre, notre façon d'entrer en relation les uns avec les autres est pétrie d'inconscience et d'ignorance. C'est le départ pour tout le monde. On commence bourrin. Tous. Personne n'y échappe. Maladroit, parfois malveillant, on avance avec ses gros sabots. C'est comme ça, c'est la psyché d'origine. Hein. La psyché au départ, elle est fabriquée comme ça, elle est incohérente, elle est pétrie de contradictions et de paradoxes. Et puis, au départ, ça nous ramène au petit enfant qu'on a été. Le petit enfant, eh bien, pour grandir, il a besoin que le monde tourne autour de lui et que le monde réponde à ses besoins. C'est tout à fait légitime et c'est normal quand on est un enfant. Mais ça peut installer un logiciel à l'intérieur de nous, qui peut durer toute notre vie, que c'est normal que tout le monde soit là pour satisfaire nos besoins, parce que moi c'est moi, toi et toi, ok, mais moi c'est moi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'au départ on est tous comme ça, on est auto-centré et relativement égoïste. On vient de là. On aime que les autres prennent soin de nous, qu'ils s'occupent de nous, et puis nous de l'autre, oui, éventuellement, occasionnellement, quand ça m'arrange. Ça, c'est notre point de départ. Alors, quand on vit dans ce monde-là, tout est drame et fatalité. Parce qu'on attend beaucoup du monde extérieur. On attend que l'autre, le monde, la société, nous prenne en charge et nous délivre des satisfactions, des gratifications narcissiques, prenne en compte nos besoins. Eh bien non, l'environnement, il répond pas de manière adéquate à nos besoins. Donc on est triste, on est déçu, on est en colère et on a un gros sentiment d'injustice. Personne ne m'aime et c'est pas juste. Donc, il y a un gap à passer. Il y a un gap à passer important. Parce que si on reste à tourner dans ce labyrinthe-là de souffrance, à se cogner la tête au mur, la conclusion à laquelle on va arriver, c'est que l'autre
qui ne me comprend pas, qui ne me satisfait pas, et au mieux un étranger, au pire un ennemi. Je vis dans un monde d'indifférence et de menaces, de séparation. Je me méfie des autres et les empêcheurs, c'est ceux qui m'empêchent d'être heureux. Et ma deuxième conclusion, c'est que la vie est méchante. C'est les enfants, ils disent ça des fois, la vie est méchante. La vie est méchante, la vie est mon ennemi. Je lui en veux à l'ennemi, à cette vie-là. Et on arrive à cette conclusion-là. Et parfois, on peut errer longtemps dans ce labyrinthe. Mais je vous rassure, il y a une porte de sortie. Et globalement, on la trouve tous. Ça peut prendre du temps, mais il y a une porte de sortie à emprunter qui demande de l'humilité, qui demande... C'est là le déclic, c'est là la transformation de la conscience. Hein. Et c'est capital pour la suite. Ça nous demande à un moment de renoncer à être le centre du monde. Je suis qui je suis et l'autre à côté, il a autant d'importance que moi. Ça reconfigure tout. Hein. C'est pas moi sur mon petit trône et puis les autres autour. Non, non, c'est moi et puis l'autre. Je suis entourée d'alters égaux, d'autres moi-même qui ont la même valeur que moi. Les autres sont aussi importants que moi. Ça ouvre le cœur. On passe de la méfiance à la confiance et un peu plus loin à l'amour. Je ne suis pas tout seul, je suis entourée de gens et je peux compter sur les autres. Je ne suis pas tout seul. Ça change, ça change. Là, on passe de je casse mes cailloux tout seul et je suis malheureux à je peux construire des cathédrales avec l'autre, une cathédrale en moi, une cathédrale avec les autres. Ça veut dire que je cesse de maudire le malheur. Je cesse de maudire le malheur. Le malheur n'est plus mon ennemi. La vie n'est plus mon ennemi. Ça veut dire que j'arrête de m'enfermer dans mon bunker, loin de tout, pour être heureux. Je vis ma vie avec les autres, comme elle est. Et c'est bon. C'est bon parce que, à ce moment-là, le déclic dont je vous parle, c'est un déclic dans lequel on met genoux à terre. Ça veut dire qu'on renonce à sa posture de victime. Je ne suis pas une victime de la vie. Je deviens disciple de la vie. Je décide d'apprendre. Je décide de grandir. Et pour grandir, il va falloir accepter de souffrir. Ou, je préfère ne pas me développer pour ne pas souffrir. Mais c'est ça l'alternative et le choix que la vie nous demande. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux ne pas souffrir? Ok, tu ne vas pas te développer. Tu vas rester petit et malheureux. Mais tu peux choisir. Bunker, méfiance, barricade, pont-levis. Ça ne fait pas trop rêver, hein? Ou alors, ok, je baisse mon pont-levis, je baisse mes murailles, j'ouvre mes fenêtres sur les autres et sur la vie et je prends le risque de vivre. Donc, j'accepte. Pas que les bons moments, les mauvais aussi. J'accueille et j'accepte les épreuves, les difficultés, les embûches de la vie. Et je me dis que peut-être grâce à ces épreuves, à ces embûches, je vais savoir vraiment qui je suis. Parce qu'en fait, c'est dans la difficulté, c'est dans l'adversité qu'on découvre qui on est. Vraiment, dedans, là, qui on est. Hein, c'est plus du blabla du discours, qui je suis. Comment je réagis, là, dans cette situation conflictuelle avec l'homme que j'aime ou la femme que j'aime, là. Comment je réagis, là, dans mon couple. Avec mes enfants, là, mon patron qui me fait gna 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 gna. Comment je fais? Comment je fais pour être qui je suis, me respectant, et en même temps, en relation avec l'autre? C'est ça, prendre sa vie à bras-le-corps, c'est ça dire, ok, j'accepte de grandir et j'accepte d'apprendre les leçons, de tirer les enseignements de la vie. C'est là que je mets pied à terre et que je passe d'une position un peu de victime et de plainte à je deviens le disciple de la vie. La vie devient mon maître et à ce moment-là, c'est elle qui va m'enseigner. En fait, la voie du sage, c'est la voie de la vie. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on devient heureux.
La souffrance prend du sens. Et je vais découvrir un certain nombre de grandes lois universelles. Que les souffrances, en fait, sont l'expression, la manifestation d'une poussée évolutive naturelle. Par exemple, quand on est bébé et qu'on tète sa maman, à un moment on doit être sevré. Je ne veux pas être sevré. Oh, le sein, le sein. Oui, le sein, d'accord, mais à un moment, il va falloir quitter le sein de la mère, puis il va falloir passer de liquide à mâcher, croquer. Le bébé, il veut pas, de toute façon, il n'y échappera pas. Comme il n'échappera pas à l'acquisition de la propreté, vous voyez. Ce sont des poussées évolutives. On ne peut pas rester toute sa vie bébé à faire caca dans sa couche. Non, ce n'est pas négociable. On essaie de le faire de la manière la plus adéquate avec l'enfant, mais ce n'est pas négociable. Grandir, c'est être propre, en société. On ne fait pas caca dans sa couche, non. Vous voyez ? C'est-à-dire, dans ce cheminement vers la sagesse, on commence à entrevoir des grandes lois universelles qui sont les lois de la vie, qui régissent la vie. Par exemple, le fait que le monde n'est pas... On vit dans le monde de la dualité, bien sûr, c'est notre quotidien, mais on accède à une autre réalité, une autre façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'on commence à se rendre compte que derrière l'apparence dualité, derrière l'apparente contradiction, il y a une unité. Une unité qui fait que le dedans et le dehors sont convergents, s'interpénètrent. Vous voyez ? Ça veut dire que tout d'un coup, on commence à voir les choses telles qu'elles sont. On n'avale plus des couleuvres, on ne prend plus des vessies pour des lanternes. Et ne plus prendre des vessies pour des lanternes, je vous parlais de ce long processus de métamorphose. Tout l'enjeu de ce processus de métamorphose, c'est vraiment de voir le réel tel qu'il est. Et ça, la grande référence philosophique, c'est sortir de la caverne de Platon. Incontournable. Si vous avez vu Matrix, pilule bleue, pilule rouge, personne n'échappe à ce moment-là. Qu'est-ce que je vais choisir ? Mon petit confort, mon petit jardin bien propre, mes petites illusions, parce qu'on aime bien ces illusions. Ou de voir le réel tel qu'il est dans sa nudité crue. On enlève les petits flots, les petits poètes-poètes, voir le monde tel qu'il est. Voir le monde tel qu'il est, c'est voir le mal là où il est, comme il est. Ça veut dire, c'est voir les histoires qu'on se raconte pour enjoliver sa vie. Et voir les mensonges, les turpitudes dans lesquelles on se vautre. Mais c'est aussi voir l'infinie beauté et la grâce qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous. Mais on aura les deux ensemble, pas l'un sans l'autre. La dimension terrestre et la dimension céleste. Donc la caverne de Platon, c'est vraiment la métaphore qui nous dit « Ouvrons les yeux, ayons le courage, l'audace, le cran de regarder le monde tel qu'il est et de nous regarder tel que l'on est, avec lucidité et bienveillance. Ayons le courage d'ouvrir les yeux. » On a traversé une période qui, par exemple, la période covidienne, qui exige ça vraiment de nous, qui exige une lucidité et une compassion qu'on a failli tous perdre à certains moments. Donc, voir ce qui est, c'est aussi sortir de nos projections, de nos attentes infantiles. Donc c'est vraiment sortir de la caverne de Platon, c'est vraiment un chemin de conscience, de libération et d'éveil. Et ce grand chemin de libération et d'éveil, sortir de la caverne de Platon, il va être travaillé par deux mouvements. On va être travaillé par deux mouvements distincts et en même temps qui vont s'interpénétrer et travailler ensemble. Le premier mouvement, c'est un mouvement d'individualisation. Et le deuxième mouvement, c'est un mouvement d'individuation. Parfois, on les mélange. Ils sont différents, mais ils sont complémentaires. Prendre la voie du sage, c'est s'individualiser.
ça veut dire quoi? Le processus d'individualisation, c'est un processus de construction psychologique et sociale important, destiné à faire de nous un individu distinct du collectif. Vous voyez la foule. Si je ne fais pas ce travail, je reste indifférencié, identifié au monde extérieur. Donc s'individualiser, c'est commencer à ériger à l'intérieur de soi une colonne vertébrale qui nous sépare et nous distingue des autres. Parce qu'on a chacun notre unicité, chacun notre singularité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en clair, c'est là par exemple qu'on rencontre tous nos ados, le cap des ados où des mères à père fascinant, on devient juste vieux con et vieille conne. C'est le moment où pof, on tombe de son piédestal. C'est pas agréable, mais c'est indispensable. C'est ça, s'individualiser. L'adolescent, il vit très fort ce cap-là. Papa, maman, oh, non, c'est bon. Voilà, tes conneries, non. Voilà. C'est-à-dire qu'on commence à se construire contre. On commence à se séparer de ce qu'on a. On fait le tri. On a un devoir de tri. Hein. On regarde nos ancêtres, nos parents, notre famille, notre société, puis on dit « Oui, ça je prends, ça non. Non, ça je te le rends. J'en veux pas. Hein » C'est ça, s'individualiser. Devenir une personne. Donc, s'individualiser, ça passe par des questionnements existentiels. Quand même, voilà, qu'est-ce que je fais sur Terre? Quel sens a ma vie? Pourquoi je fonctionne comme ça? Pourquoi je réagis de cette manière-là? Des questions quand même incontournables. Ça passe aussi par se libérer donc de toutes les influences, les formatages, les conditionnements familiaux, parentaux, culturels. C'est un gros morceau. C'est vraiment un gros morceau. Sortir de l'emprise de notre dépendance au regard extérieur. Accepter d'être qui on est et éventuellement pas aimer, voire rejeter. Grosse étape. Et en même temps, c'est nécessaire. Je suis qui je suis. Je peux ne pas te plaire. C'est OK pour moi. Grande et belle étape. Et dans ce chemin d'individualisation, donc, on se rapproche de plus en plus de sa vérité, de son vrai moi, de celui qui n'a pas été déformé par les idéologies familiales, parentales, sociétales. Hein. C'est-à-dire qu'on passe de ce que Winnicott appelait le faux self, ou Jung la persona, qui sont des masques auxquels on s'est identifié pour vraiment se rencontrer soi, mon vrai moi. J'ai toujours cru toute ma vie que par exemple, manger des frites, c'était pas bon. En fait, si, j'adore manger des frites, et du poulet, et le gras du poulet. Ah, ça, moi, j'aime. Alors qu'on m'a dit toute ma vie, non, il faut manger sainement, des fruits, des légumes. Non. Et puis, boire un bon coup de rouge. Oh, on est au bon endroit, c'est génial. J'adore le concept. Des nourritures spirituelles et des nourritures terrestres. Oui. Hein? Donc, vous voyez, le processus d'individualisation, c'est pas forcément confrontant. Enfin, c'est confrontant, c'est pas toujours agréable, hein, de lâcher les belles idées, les belles représentations qu'on avait de soi pour se voir dans sa vérité. Et puis, et donc le but, c'est quoi? Le but de ce processus d'individualisation qu'on démarre en général à la préadolescence, hein, c'est en fait de pouvoir penser par soi-même. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, parce que ça ne me convient pas. Non, je ne reprendrai pas à manger. Vous savez, des fois, dans des familles, mangia. Non, c'est fini. Non, c'est fini. Je ne peux plus. Mon estomac dit non. Je résiste à la mama, mangia. Non, c'est fini. Je ne reprendrai pas une cuillerée de ta super polenta. C'est fini. Vous voyez? Je dis oui, je dis non. Des vrais oui, des vrais non. Donc, je pense par moi-même. J'existe par moi-même. Donc, une certaine autonomie. Et je vis qui je suis. Je ne vis pas la vie d'un autre. Je vis qui je suis moi, à ma façon. À mon rythme. Parce que c'est moi. Et ce processus d'individualisation, c'est vrai que si on reste dedans, ça peut déboucher sur le renforcement de l'ego et un gros égoïsme. C'est le travers. Hein. Devenir soi, c'est bien, mais il y a les autres aussi. Et puis il faut aller quand même un peu plus loin. Et donc le processus d'individualisation, il va être relayé par ce que Jung appelait un processus d'individuation.
Et là, l'enjeu c'est quoi? C'est d'aller au-delà de penser par soi-même, c'est de devenir quelqu'un de complet et d'unifié. D'unifié de la racine des cheveux aux orteils. Vous vous souvenez, je vous parlais de cette psyché des origines un peu chaotiques, un petit peu paradoxale, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire réunir tout ce qui est discordant à l'intérieur de nous. Ça veut dire apprendre à jouer juste de son instrument de musique, apprendre à se pacifier. Notre vie intérieure n'est plus un champ de bataille. Je ne suis plus en guerre contre des parties de moi-même. Ça commence à l'intérieur de moi, c'est-à-dire à l'intérieur de moi, au départ, c'est la faune. Imaginez une maison de colocataires qui ne cohabitent pas très bien. Et surtout les espaces communs, ça ne le fait pas. Ça le fait pas. On se déteste même parfois. Hein? C'est un peu ça au départ, la vie intérieure et la psyché. On doit passer de cet état disharmonieux et chaotique à une maison où il fait bon vivre. Un lieu harmonieux où toutes les parties qui vivent dans cette maison commune parlent, se soutiennent, s'entraident et se confrontent si nécessaire. On se met autour d'une table, on discute. Et ça, c'est possible parce que le chemin a été fait d'avoir un moi solide, un moi sain. S'individuer, ça veut dire, dans un premier temps, s'être pacifié, s'être réuni. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un maître à bord, il y a un capitaine. C'est-à-dire qu'on a construit notre bateau. On a construit notre bateau, il y a un capitaine à bord et notre bateau est solide. Il peut traverser des tempêtes. C'est ça l'individuation. Il y a un maître à bord. On ne fait plus n'importe quoi, n'importe comment, là va comme je te pousse. Non, 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 non. Le moi existe, il décide. Et mon bateau est solide. Il peut traverser les tempêtes. C'est pas simple, il peut se coucher, tanguer, mais il se relève. Première étape de l'individuation. Mon bateau. Je suis fière de mon bateau, j'aime mon bateau. Deuxième étape de l'individuation. J'ouvre grand mes voiles au souffle de l'esprit, spiritus. Mon bateau, pour qu'il avance sur la mer, sauf si j'ai un moteur et si je rame, mais bon, je ne vais pas aller bien loin. Ce bateau, pour qu'il vogue sur la mer, sur l'océan de la vie, il a besoin du vent, il a besoin du souffle, il a besoin de l'esprit, il a besoin de spiritus. Spiritus, c'est le vent qui va gonfler les voiles de mon bateau. Ça veut dire à un moment que le capitaine du bateau, il y a un mât, le capitaine sait quand il faut déployer les voiles, et grâce au talent du petit moi, du petit capitaine, le vent va faire avancer le bateau, il va le propulser dans la vie. Et là, c'est un peu délicat pour le moi, parce qu'on a fait tout le travail d'avoir un moi solide, capitaine, maître à bord. Et à ce moment-là, dans cette étape-là de l'individuation, le moi va devoir travailler avec le soi, l'esprit, la partie céleste, et dire « Je gère le bateau, mais je te confie la destination. » C'est-à-dire que je m'en remets à plus grand que moi. Ouf, difficile pour le petit moi. Le petit moi, il aime bien contrôler, il n'aime pas trop l'inconnu, il aime bien savoir où il va. Et là, il doit s'en remettre à plus grand que soi. Il doit s'en remettre à l'intelligence du vivant. Il doit accepter certaines choses sans comprendre. Je m'en remets à plus grand que moi. Je fais confiance à la vie. Elle ne me veut pas de mal. Elle peut m'engueuler sévèrement parfois, hein, on est d'accord, mais elle ne me veut pas de mal. Elle veut que je déploie mes ailes, que je déploie mes voiles et que j'ai une vie ample. Pour avoir cette vie ample, le petit moi doit, de maître, devenir serviteur. Servir la partie céleste, servir à l'intérieur de lui cette partie de lui plus grande que lui. Et quand le moi passe le cap, à ce moment-là, il change de monde.
tout change. Parce qu'il vit une union sacrée entre ces deux parties, entre sa partie terrestre et sa partie céleste. Il y a un adage ou un petit conte populaire qui dit que les anges s'inclinent bien bas devant les êtres humains. Un ange évaporé, qui n'est que lumière, qui n'est que céleste, c'est pas trop compliqué le job, moi je pense, de mon point de vue. Alors qu'un humain, qui est une espèce de centaure, mi-animal, mi-dieu, qui est pétri de besoins terrestres, de pulsions animales, et en même temps habité par plus grand que lui, habité par l'énergie cosmique. On fait comment pour arriver à vivre les deux ensemble? C'est pour ça que les anges font leur révérence aux humains qui font le travail. Et c'est honorable. Ça nous demande effectivement d'admirer tous les petits pas qu'on va faire dans cette direction-là, dans la direction du bonheur d'aller vers soi, individualisation, le petit soi, moi, et d'aller vers le grand soi, le bonheur d'aller vers soi, le bonheur d'emprunter ce chemin-là, un chemin exigeant, mais qui fait de nous des êtres humains dignes de ce nom, devant lesquels les anges vont s'incliner. J'en vois plein là d'anges qui s'inclinent, parce que c'est un chemin difficile et en même temps, comment accéder à l'essence de l'humanité, comment après créer tous ensemble un monde qui est un peu meilleure gueule, entre guillemets, qui donne envie à nos enfants d'y croire, de vivre, de prendre des risques. Hein? Donc voilà, je terminerai par ces mots-là, par en tout cas l'hommage personnel, moi, que je rends à chaque petit pas que chacun d'entre nous fait sur cette voie-là, qui fait qu'on devient des personnes pleines, des personnes entières, des personnes humbles et des personnes heureuses. Et que franchement, ça vaut le coup. Voilà. J'ai un petit moment d'émotion.